Bonsoir, c'est Callisto pour un Chronique en goutte numéro 3, dans lequel je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Corporia, qui veut nous proposer de jouer la réincarnation des chevaliers arthuriens dans un monde cyberpunk. Donc un chevalier un classique qu'on trouve assez souvent, le mythe arthurien. Alors est-ce que c'est traité correctement, etc. Nous allons voir ça. Un petit chevalier en armure celtique pour l'occasion. Déjà Corporia, c'est un PDF qui ne ressemble pas à ce qu'on croise tous les jours, à moins que vous soyez un spécialiste des jeux, de Margaret Weis, voir c'était quoi? C'était Eden Studio aussi pour tous les games Buffy, Angel, parce que, l'intégralité des images, sont en fait des montages photos. Donc on va voir ça tout de suite. Hop! Voilà, donc l'intégralité de l'ouvrage, que je vais bien évidemment vous montrer je vais vous montrer des extraits progressivement, sera de ce type, avec ce type d'illustration, avec une grande tendance donc à être en costard-cravate et une épée, ce qui peut faire un petit peu cheapos. Moi, j'avoue que ça m'a pas gêné, je trouve qu'il y a certains montages qui sont assez sympathiques. Petit point tout de suite sur ce PDF, il y a des liens partout, c'est un PDF qui est mis à jour, c'est déjà ça a déjà été mis à jour plusieurs fois, je crois, depuis que je l'ai acheté. Quand il y a des formulaires, ce sont des PDF assez modernes qui permettent qui supportent le fait qu'on les remplisse progressivement, et cetera. Bref, tout ça, c'est plutôt sympathique et c'est pour 10 $. Alors, le cadre de jeu. Heu, on est dans du cyber, donc on a une privatisation progressive, des entreprises, donc l'apparition des corporations, les gens qui sont pauvres qui ont faim, donc des émeutes et tout ça nous permet en fait d'avoir une sécurité renforcée et moins de liberté de parole. Si ça vous rappelle, un petit peu chez nous, c'est normal. Les organisations fédérales finissent par être composées en fait de représentants des différentes corporations et plutôt que d'avoir des quartiers de la ville, attribués à une corpo, c'est chaque quartier, chaque district va y avoir son son board des directeurs en fait avec, un des représentants des corporations à l'intérieur et chaque quartier va avoir un pourcentage en fait, d'habitation, pour les employés de sa propre corporation. Hem, Globalement, en fait, tous ceux qui acceptent de jouer le jeu de la corporation, vont avoir de quoi survivre, on va dire. Les plus pauvres vont juste gagner, le seuil minimum de survie, on va dire. Heu, Excusez-moi, on a des bruits de croquettes. Heu Et d'un point de vue un petit peu plus spirituel, au niveau de la religion, on se retrouve un petit peu avec un feeling Moyen Âge, c'est-à-dire que, les gens vont considérer que l'après-vie, sera meilleure que la vie actuelle. Dans ce beau petit monde en fait, qui est tout de même un poil plus positif que les univers cyberpunk complètement noirs et cetera. On a une ville qui n'est pas que, ce n'est pas que de la zone, des zones crado et cetera. On va revenir un petit peu sur le détail de la ville qui nous est proposée, mais qui a un gros cadre sandbox, hein, décrite quartier par quartier. En dehors de ça, le fantastique fait son irruption sous la forme du flux, qui est une énergie, extradimensionnelle qui va se manifester, sous forme d'étranges éclairs dans le ciel, sous forme de d'intelligence artificielle qui se retrouve corrompue, de différents, formes de mutations. Bref, on a, une apparition un retour du surnaturel dans d'une vie qui était bien réglée et qui notamment a fait un peu baisser le niveau de confiance dans la technologie, puisque certaines, des IA corrompues, ou des choses de ce genre-là, si les gens ne savent pas véritablement quelles sont, les explications à tous ces, phénomènes, étranges, tout ce qu'ils en comprennent, c'est que la technologie, c'est peut-être pas si fiable que ça. Donc on a une forme de rétro-mouvement qui fait qu'on est dans un futur pas si futuriste que ça, où on n'a pas à se prendre la tête avec des histoires de «Ah oui, mais alors comment marche la nanotechnologie et les lois et la copie de brevet?» et cetera, et cetera. On va voir, c'est un jeu qui mise plutôt sur, une relative simplicité. Alors, dans ce cadre de jeu, on a différentes choses donc qui sont réapparues, des forces, un petit peu chaotiques, mutantes et autres et
pour les personnages, ils sont censés principalement jouer des réincarnations de chevaliers, on va dire, de la table ronde, qui vont être réunis pour faire du jeu à mission, sous l'égide d'une corporation, la corporation Nightwatch, dont le PDG en fait s'est réveillé un matin en s'apercevant qu'il était un peu la réincarnation de Lancelot. Alors, c'est pas tout à fait le chevalier en armure auquel on pourrait s'attendre, puisqu'on a donc là sur l'image Lance Martin, donc Lancelot, assisté donc par Viviane Nimu, Dame du Lac, et par Perceval. Pas de roi Arthur dans les parages, on l'évoquera un petit peu plus tard. Ces braves gens ont donc commencé à chercher et à s'apercevoir que des gens qui avaient des crises de folie un peu dans la rue, qui se prenaient pour des sorciers, des chevaliers, etc., n'étaient peut-être pas nécessairement tous bons pour l'asile. Et ils ont commencé à faire le tri et à réunir sous forme d'équipe d'intervention un petit peu façon sécurité. Des personnages dont nos PNJ qui vont donc aller vérifier ce qui se passe dans tel secteur où une activité étrange a été repérée. Voilà. Merlin n'est pas oublié, sauf que Merlin est une intelligence artificielle, en fait. Voilà un petit peu pour le début. Maintenant, je vais vous évoquer... alors, qui dit chevalier dit aussi code de chevalerie. Ça peut valoir la peine d'être mentionné, qui sert un petit peu en fait à brider les personnages et éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Donc on a les trucs où on se rend pas, où on va pas laisser de témoins, mais tout ça c'est fait uniquement en fait pour nous laisser des choix moraux. Le texte du jeu nous promet pas mal de choix moraux. Par exemple, que faire si on a éliminé un monstre mais qu'il y a des voisins dans la pièce d'à côté et qui eux sont des simples humains, ou alors qu'est-ce qu'on fait avec ce brave docteur qui volait des poches de sang pour nourrir sa femme récemment devenue vampire, mais qui en fait ne fait pas grand-chose de mal. Dans la série, les petites blagues du code, si les joueurs se font un petit peu trop repérer et explosent un petit peu tout, dans la prochaine mission, on leur filera du matos de plus petite taille. Donc des armes moins performantes, etc., histoire de les calmer un petit peu. Alors, on va passer au système. Le système va utiliser tout simplement 2 dés à 6 faces. Ça va être un principe qui va être le flux dice. Donc en fait, vu que nos personnages ont été touchés par le flux, donc ils ont été altérés, ils sont fluxés. Hein. Si je vous dis fluxé, vous comprendrez que ce petit néologisme désigne entre autres choses les personnages. Ces 2 dés de 6 ne sont pas additionnés, mais on va garder le meilleur sur 2 dés de 6, hein, et c'est du dé de 6 explosif. Donc on garde le plus haut, et seulement si on fait un double 1, ça vaut un 0. Bon, je suis même pas sûr que ça vaille la peine de le compter entre un double 1 qui vaut 0 ou qui devrait valoir 1. Il n'y a pas grande différence. À ce chiffre, on va rajouter un assez classique, une combo assez classique excusez-moi, je cherche une page, une combo assez classique de caractéristiques et de compétences. Donc voilà, sur une page, on a la grande partie qui va être résumée. On n'est pas sur un jeu avec une foultitude de compétences. En gros, il y en a une dizaine de compétences de base, plus les connaissances qui vont, elles, être un petit listing, et les différents sortilèges qui sont traités en fait comme des différentes compétences. Chaque effet est une compétence. On va y revenir un petit peu plus tard. Le combat est tout ce qu'il y a de plus classique, avec initiative, des tours, une localisation des coups, et si on veut avoir des personnages qui veulent et se déplacer et attaquer dans le même tour, tout simplement on gardera le plus bas de leur 2 dés. Alors, j'essayais de retrouver la table des difficultés pour vous donner une petite idée, mais grosso modo, la difficulté moyenne c'est de 7. Voilà. On a une difficulté moyenne de 7, difficile c'est 9 ou 11, grosso modo. Et là, je suis allé voir un petit peu ce que donnaient les probabilités sur du 2D de 6 où on garde le plus gros. On va aller pour ça sur un petit site très pratique si vous voulez faire des petites études statistiques, ça s'appelle AnyDice. Voilà, donc sur AnyDice, on nous dit grosso modo, et là on n'est même pas sur de l'explosif, parce que je suis pas expert non plus dans sa manipulation de ce site, rien que sur du jet de dés normal, en gardant le meilleur résultat sur 2D, on a en gros 55% de chance de faire au moins 5.
sachant qu'un personnage aura au moins 2 points quelque part. Même là où on est mauvais, on réussit quasi automatiquement toutes les actions moyennes. Je ne sais pas si ça a été bien calculé ou si c'est le feeling qui est souhaité. Et donc on a aussi 30% de chance d'avoir un résultat explosif, donc de faire son résultat moyen, son set, avant même d'ajouter ses caractéristiques. Là, comme dit, hein, ça peut peut-être permettre d'avoir vraiment des personnages over the top, ce qui est censé représenter les dés de flux. Un personnage, un humain lambda, en fait, lui qui n'a pas été fluxé, jettera un seul dé, et non pas 2 dés en regardant le meilleur, ce qui crée un gros écart. Pour le combat, une fois qu'on a réussi à toucher l'adversaire, donc ça c'est du jet opposé attaque-défense, on va calculer les dégâts moins l'armure, et cette somme va être comparée à une des caractéristiques, en gros à la constitution du personnage, à son niveau de métal, et s'il est supérieur, on gagne une blessure. On est un petit peu dans le même esprit qu'un Savage World. Une suggestion, une règle optionnelle suggérée, c'est de rajouter un dégât supplémentaire par 5 points de marge en fait supérieure. C'est pour faire de la session violente, et un personnage en fait va être inquiété à partir du moment où il aura 2 fois son score de constit en blessure. Donc un personnage qui n'a mis que 1 point en constit, dès qu'il a 2 blessures, il a un souci, et à l'inverse, un personnage qui a été plutôt orienté résistance, qui a genre 5 points en constit, ne s'inquiète qu'au bout de 10 coups reçus. Donc ça fait un peu beaucoup. À mon avis, on peut se permettre de gérer les marges de réussite pour les PJ, pour qu'ils fracassent un petit peu plus les PNJ, et de laisser les PJ perdre leurs blessures une par une, pour permettre aux différents types de personnages, même ceux qui sont pas bien costauds, d'encaisser ce genre de choses-là. Les fluxés, bien évidemment, guérissent un petit peu plus vite, et guérissent donc une blessure toutes les 24 heures. Voilà, ça c'est relativement simple. Bon, après cette partie technique pas forcément très intéressante, on va voir déjà comment est-ce qu'on fait un personnage. Et pour ça, je rebascule. On a un chapitre dédié qui va s'appeler tout simplement ressources humaines, pour rester un petit peu dans le langage corporatiste. Alors, je vous affiche ici des exemples de ce qu'on appelle des archétypes qui vont servir de base à la création de personnages. Ce sont surtout des suggestions de présentation, j'allais dire, mais en faisant référence à la cuisine. Ça vous permet de voir à peu près à quoi ressemblera une fiche de personnage complète. Donc on est quand même dans quelque chose qui est relativement simple, puisque la partie technique, ça va être les 4 premières lignes, allons-y. On mentionne l'initiative, on a la première ligne spéciale combat, donc en gros, initiative, attaque, dégâts, hein, y a pas de, et la protection des armures, et le nombre de blessures que le personnage peut supporter. Les abilities, on voit qu'elles sont à chaque fois, on a 5 caractéristiques, hein, donc la force, strength, deafness, metal pour résister, knowledge et wits, il me semble, pour le dernier. Chacune d'entre elles est associée à grosso modo 2 compétences. Donc pour la force, vous avez en gros fisticuff, donc se battre sans arme, et getting médiéval, donc se battre avec une arme. L'agilité, quant à elle, est associée à l'athlétique, c'est à arme à feu. Metal est uniquement associé à valor, qui est en fait un peu votre niveau de courage. Et comme j'ai dit, par contre, pour knowledge et wits, enfin, on va avoir des listings un petit peu plus conséquents, en fait, avec toute une liste de compétences humanitaires et aux sciences humaines, bien évidemment, et de sciences techniques, et pour le wits, on aura donc un listing de sortilèges. Qu'est-ce qui va compléter ça? On voit qu'un personnage va avoir aussi des assets, donc en gros un système d'avantages à acheter avec des points, avec certains archétypes qui donnent des réductions sur certains assets. Et qu'est-ce qu'on a de beau à part ça? Un petit peu de matos. Le matos est géré de manière assez simple, encore une fois. Puisqu'on va se retrouver avec pour chaque possibilité, hop. Petite erreur de page pour le matos, excusez-moi. Voilà.
Comme je disais, on a une liste de choix assez restreinte, donc pour les armes de à chaque fois, on va avoir, 6 à 10 choix grosso modo, donc il y a une grosse poignée d'armes de mêlée, une petite, même pas une dizaine d'armes à distance différentes, pareil pour les armures et cetera. Donc on a du choix, mais on voit que c'est pas le but n'est pas de nous mettre des pages et des pages, de matos. La même philosophie va s'appliquer, pour les augments, qui sont en fait les boosts cybernétiques. On aura pareil une liste assez limitée. Et je vais revenir sur nos personnages, donc sur notre série d'archétypes qu'on va pouvoir mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de jouer de la sécurité corporatiste en prenant un badge, de jouer un hacker. Je vais tout de suite vous parler de comment ça se passe le hack. Il suffit d'avoir l'asset, l'avantage qui permet de faire du hacking, et à partir de là, vous avez juste à faire. En fait, le hacking est traité sous forme de jet simple. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas nécessairement à on retrouve pas nécessairement tout le côté classique de la matrice avec les programmes, etc. Mais on peut, parce qu'une des augmentations qui est possible, qui a une nature un petit peu surnaturelle, va en fait permettre aux hackers et éventuellement à ses petits camarades de jeu, puisqu'il peut faire venir des copains avec lui, de partir en gros dans un mode, donc dans un multi-user, dans une dimension multi-utilisateur, où on va retrouver l'ambiance classique de la matrice dans Cyberpunk ou dans Shadowrun, où là nos personnages vont aller directement taper sur les programmes, ces murs de protection, etc. Donc là, OMJ un petit peu d'inventer cette partie-là. Sachant que de mémoire, je sais plus si c'est les les caractéristiques intellectuelles qui prennent le relais à ce moment-là dans la matrice, je sais plus trop. Ça, je préfère pas dire de conneries. Alors, on parlait des augmentations, tant qu'à faire un petit peu. Comme je disais, on n'a pas là, qu'on est reparti sur le technique, sur le côté cyber, voilà, on va nous proposer notamment les trucs très classiques, ça va être, l'iPhone, donc eye comme un œil, et non pas avec un I majuscule comme on le connaît. Donc en gros, pouvoir avoir, bah, son petit système téléphonique et cetera incorporé, l'iPhoto qui va nous permettre d'enregistrer les choses et cetera. De l'armure subdermique, des jambes boostées pour courir, ou pour booster la force, de la peau cybernétique, quelques membres synthétiques des prothèses pour remplacer l'existant, et cetera. Et de l'autre côté, on va avoir des augmentations plus temporaires qui, elles, sont la drogue. Encore une fois, on a une dizaine de drogues avec des effets variés, et ça s'arrête là. Bon, je ne vous parlerai pas des bâtons magiques, mais il y en a aussi. Et je reviens donc sur ma liste d'archétypes. J'arrive pas aujourd'hui dans les pages. Alors, notre gars de la sécurité corporatiste, notre classique hacker, les chasseurs de tête qui peuvent être aussi bien être des chasseurs de primes que des gens qui débauchent, qui vont aller récupérer d'autres individus dans des corporations. Les journaux, donc le personnage orienté média. Ah, là, on voit du chevalier errant, donc ça, c'est un peu une des classes qui peut se mettre en combo avec une classe normale, le fait donc d'être un chevalier de différentes tables rondes réincarnées. Le lister, donc le personnage du rocker, qui lui aura notamment quasi automatiquement utilisera un système de rep. Donc la rep, c'est le petit clin d'œil à toute l'existence en mode 2.0 des personnages, que ce soit les tweets, le fait d'aller dans tel restaurant, de mettre une bonne note, etc. Donc en gros, votre personnage peut reper au lieu de tweeter. Et ça, c'est pris en considération. C'est un petit
un petit gimmick, on va dire, pour le MJ qui permet de filer des ristournes au personnage qui a une forte réputation, parce que les corpos savent qu'il est suivi, donc c'est bien que ce gars-là aime bien votre corporation, donc il vous file des dîners gratuits, des entrées à des concerts, des choses de ce style-là. Parallèlement, ça veut aussi dire qu'on sait toujours où est votre personnage, qu'on peut le retrouver facilement, et ainsi de suite, puisque il répète toutes les 5 minutes pour dire où il est. Les radicales, de mémoire, c'est tout ce qu'on va trouver qui est un petit peu anti-corpo, hein, version hippie punk et compagnie, généralement un petit peu à la rue. Alors, on retrouve du runner, une des aspirations du jeu, c'était un vieux jeu PlayStation où on jouait justement des, des runners, des gens accros au parcours qui allaient passer des messages, etc., en courant sur les toits. Mirror's Edge, je crois. Oh, des sorciers et son pendant, le Witcher. Alors, le sorcier, c'est celui qui va utiliser en fait un technomage, pendant que le Witcher, lui, c'est le sorcier plus traditionnaliste. Alors, je fais la petite aparté sur les sorts. Chacune de ces disciplines a accès à 4 sorts particuliers. Donc par exemple, là, notre witch a accès donc à witchcraft, et il va pouvoir utiliser du charme, donc en gros manipuler l'esprit. On a le niveau les différentes possibilités offertes par le sort avec les différents niveaux de difficulté qui sont indiqués, avec généralement deux facteurs qui vont rentrer en ligne de compte: le niveau de charme en lui-même, et merde, je me rappelle plus ce que c'est que la petite étoile. Bam bam bam. L'étoile, c'est le niveau combiné. Ouais, donc c'est le niveau de magie plus le niveau de compétence. Voilà. Et avec tout ça, ça nous suffit pour nous définir la portée, la durée, etc. Sachant que, de mémoire, les personnages ont la possibilité de tricher un petit peu avec certains paramètres de sort. Donc du coup, en Witchcraft, on a charme, pouvoir élémental, perception, genre augure, et spiritisme. Et de l'autre côté, on a de la technomancie, donc en gros, communiquer, manipuler les objets technologiques, se métamorphoser physiquement, doit y avoir de l'illusion, si voilà, de l'holographie. Et le dernier point, c'est la kinésie. Donc en gros, déplacer des objets, etc. à distance. Donc on a encore une fois quelque chose d'assez simple avec quand même pas mal de possibilités. Et quand on voit ce qu'on a dit sur les difficultés, grosso modo, les personnages magiciens vont sans aucune difficulté pouvoir exécuter déjà 4 sorts de base, quoi. Alors, si vous décidez de jouer le mage en armure, ou plus ou moins le mage avec des augmentations, si vous avez des augmentations lourdes, vous allez avoir une pénalité sur vos jets de dés, hein, un truc assez classique. Alors, une fois que vous avez choisi vos caractéristiques, vos archétypes, que vous avez mis des caractéristiques un petit peu en accord avec ça, sélectionnez vos compétences, pris vos avantages, choisi vos augments, choisi votre matos, etc. Il y a un des points intéressants du jeu, c'est que vos personnages vont avoir des traits de personnalité, en fait. 3 vont être publics, et un va être de nature privée. Ils associent ces traits, en fait, à l'astrologie. Et en fait, chaque type de profil, chaque type d'archétype va se voir associer plusieurs propositions de signes astrologiques qui collent davantage. Et donc, pour chaque signe astrologique, on nous préconise, en fait, des traits publics, des traits privés, etc. Ces traits sont un des moteurs du jeu, puisqu'ils vont nous permettre, comme dans des classiques, maintenant on a vu ça un petit peu partout, hein, dans Fate et ailleurs, ils vont nous permettre de récupérer des points de flux qui vont être utilisés pour avoir des bonus pour jet de dés ou pour ignorer des blessures. Donc on va gagner des points de flux quand nos traits vont être contraints. Donc grosso modo, c'est le joueur qui fait la proposition d'être contraint au MJ.
Et là, théoriquement, et je trouve que c'est pas terrible, c'est une négociation qui s'effectue en fait. En gros, le MJ va dire bon alors, vu que tu es colérique, ce serait bien que tu pètes la gueule à machin et en échange je te donne un point de flux. Mais en fait, c'est pas un montant fixe et compagnie, c'est censé faire l'objet d'une négociation entre le PJ et le MJ, qui peut donc aller de 1 à 6 points. Et ça, je pense que c'est pas une bonne idée de se mettre à pinailler à chaque truc et de voir jusqu'où on peut pousser le MJ pour obtenir ce qu'on voulait, quoi. À mon avis, fixer une quantité fixe de points, une connerie, tiens, je dirais un petit peu, en restant dans un esprit Numenera, on file 3 points quand on contraint un trait et ça on oblige le joueur à refiler un de ces 3 points à un petit camarade de jeu. Ces points de flux ont une autre importance encore, puisqu'à chaque fois qu'on va gagner des points de flux grâce à ces traits ou qu'on va les dépenser, on est dans une situation où on va gagner aussi des building points, donc en fait les points d'XP. C'est la seule manière de gagner des points dans le jeu, en fait, c'est d'interpréter les traits de son personnage, donc de le contraindre et de les dépenser, et de dépenser les points gagnés après. Voilà, voilà. On a fait un petit tour pas tout à fait complet. J'ai parlé de combiner les archétypes. On a en fait on a 2-3 petites combos qui sont faisables selon que le personnage est plus ou moins magicien. Donc on va avoir un petit peu comme dans Shadowrun, cette notion de priorité qu'on va mettre au personnage, savoir si on veut qu'il soit, si on veut un sorcier ou enfin, un witch ou un sorcier, on va devoir mettre sa plus grosse priorité pour avoir plus de points à dépenser dans cette série de bonus. Je suis désolé, parce que moi je suis un peu crevé et confus, et j'ai plein de bruit autour. À l'inverse, le personnage en version minimaliste au niveau magie, bah, ça pourra convenir pour les personnages de type combattant. La magie ne sera pas complètement mise de côté pour eux pour autant, puisque quand ils vont se battre contre d'autres créatures bizarroïdes issues du flux, le fait de les taper au contact, d'où l'intérêt de se battre avec une épée, ils ajouteront leurs caractéristiques de magie aux dégâts qu'ils infligent. Voilà. Donc ce qui peut être significatif. Alors, dans tout ça, on va passer au guide de la ville. Beaucoup de pages sont présentées un petit peu comme ça, sous forme de publicité, les publicités des différentes corporations. On va d'ailleurs nous présenter une vingtaine de corporations dans le jeu, ce qui n'est pas excessif mais qui est complet. Et voilà le plan de la ville. Chaque district, chaque quartier va être décrit avec ses habitants, un petit peu l'esprit du quartier et surtout des lieux spécifiques, que ce soit des restos, un théâtre, etc., des endroits qu'on peut visiter. Comme vous voyez un petit peu sur les photos, je disais, on n'est pas tout à fait dans l'esprit cyberpunk, noir dégueulasse, etc. On est dans du un peu plus que chez nous et même relativement positif, quoi. Voilà. Sauf si vous traînez dans les coins, vous êtes attaqué par des zombies bizarroïdes. Comme je disais, tout ça, ça nous fait un gros cadre sandbox. C'est un peu basé, ils le disent, ça a été basé sur Tokyo. Voilà la liste d'une vingtaine de corporations. Donc en gros, à raison de 3 par page, on n'a rien d'excessif non plus. Il y a de quoi développer, avec à chaque fois on a des filiales, on sait à peu près comment elles se placent les unes par rapport aux autres, puisqu'on sait combien elles gagnent, etc. On a la société de sécurité concurrente. Voilà. Alors, les pour le côté arthurien, on a vu donc on a un feeling, on a une résurgence de créatures magiques, on a des personnages qui peuvent se rappeler avoir été des chevaliers de la table ronde, on se retrouve avec des magiciens et on a donc une corpo dirigée par Lancelot. En dehors de ça, est-ce qu'il y a un métaplot? Pas vraiment. On a une espèce de mini-campagne en 6 épisodes, façon un peu les plot point campaign qu'on a dans Savage World. Leur exécution, je trouve que c'est vraiment c'est trop succinct.
Voilà, les 6 missions vont tenir en fait en une dizaine de pages. On Arthur doit se pointer à la 5e mission, et je sais même pas si c'est vraiment important qu'il soit là pour la 6e. Globalement, j'ai pas vraiment trouvé de feeling épique. Ces petites missions suivent la structure qui est proposée par le jeu, qui est la structure Grail pour Goal, Recon, Assault ou Infiltration et Liquidation. Donc la structure qui va être suggérée pour chacune des enquêtes. En termes d'opposition, on va avoir des choix à faire un petit peu entre la loi, donc l'univers humain classique, et le chaos. On va avoir aussi Morgane qui se rajoute par là-dessus. Si on suit la mini-campagne, Mordred, c'est aussi un personnage qui va apparaître. Et on a quand même une toile de fond d'apocalypse, en gros, si le chaos continue d'augmenter. Pour agrémenter tout ça, vous allez avoir une liste de 20 créatures, puisque donc, on dit jeu à mission où théoriquement vous allez être confronté à des bébêtes. Donc les créatures, ça a pour nom des cryptides. Elles ont une petite liste de capacités spécifiques pour elles, et on a des choses assez classiques, hein, comme du doppelganger, ou des choses un petit peu plus variées. La Horde, c'est des nanovirus qui infiltrent et téléchargent des informations directement dans le cerveau de leur hôte. On a les sanguivores à la place des vampires. Qu'est-ce qu'on a? Différents types de therianthropes. Euh, j'ai pas retrouvé mon bestiau à base de nanotech. Encore une fois, on n'est pas sur des trucs énormes et compliqués. Et je crois que c'est assez clairement, on a même aussi des reliques. Voilà pour un tour global du jeu. Mon avis pour moi, c'est que c'est. Alors, on nous promettait un petit peu dans le texte des choix moraux. Rien ne soutient véritablement ça, même si on a une ébauche avec les traits. Et c'est un petit peu dommage parce que les textes d'ambiance mettaient vraiment dans cet esprit-là. Rien n'empêche par contre de le jouer. Le système de jeu est simple et peut être une bonne alternative si vous n'avez pas envie d'avoir des jeux compliqués. Je pense que même pour faire une forme de Shadowrun Light ou de choses de ce style-là, ça pourrait tout à fait remplir l'objectif. Pour le feeling arthurien, je trouve on n'a pas le souffle qui correspond. Et du coup, il y avait aussi ce petit échec que je trouvais au terme de la négociation des points de flux avec le MJ. Je trouvais ça assez inadéquat, mais ça provient peut-être d'une expérience particulière des auteurs, parce qu'on a aussi des textes sur les conflits sociaux qui sont abordés à un moment donné, et on voit que en gros c'est vous embêtez pas à essayer de convaincre les personnages avec des jets, etc. De toute façon, les joueurs refuseront toujours les négociations, donc enfin refuseront de se voir imposer des choses. Donc en gros, achetez-les avec du pognon, des avantages dans le jeu, etc. Donc ça, je pense que c'est facilement contournable si vous avez un bon contrat social tout simplement avec les gens à votre table. Je pense qu'on peut passer ces petits chapitres et avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant sur ces points-là. Que dire de plus? J'ai à peu près fait le tour. Je vais très succinctement évoquer des suppléments. C'est un jeu pour lequel il y a des mini suppléments qui coûtent rien. Donc par exemple, dans les nouveaux embauchés, on va nous proposer principalement des nouveaux archétypes. Alors, les archétypes qui sont être proposés sont les drones, donc les gens en gros qui payent leur peine de prison aux corporations en travaillant gratuitement pour elles. Les délinquants juvéniles, les outcasts qui sont des créatures non humaines type importées d'une autre dimension. Euh, Tiens, là que je suis sur une page, hein, je profite pour vous détailler un petit peu. Vous voyez, quand on a un archétype qui est détaillé, on a du background, on a des propositions de signes, des propositions d'apparence, on nous fait des conseils techniques sur où mettre ses points et quels assets prendre, et éventuellement le genre d'augmentation que ces personnages-là ont. Et on a même à la fin des inspirations dans les différents médias euh, pour s'imaginer un peu quel est vraiment ce genre de personnage.
Donc là, pour la Outcast, on nous parle de Lorne dans Angel ou de Anya dans Buffy, ce genre de choses. On a des Ryzen, donc du gros zombie. Et l'écuyer, c'est un petit peu le Fox Mulder de l'époque, donc le gars qui a réussi à comprendre qu'il y avait des choses bizarres sans qu'on lui explique, et qui du coup, ça a réussi à se faire repérer par la corporation. Dans Agents of Change, qui est donc un autre supplément, s'il veut bien rester en place. Alors là, on va avoir l'élite, donc les braves gens qui ont plein de sous et compagnie. J'aime beaucoup cette espèce de, je ne sais pas, cette belle créature, on va dire. Des fringers, donc ceux qui essayent de vivre en pile poil en marge de la société, en n'existant pas trop pour les corpos, un peu une sorte de Ronin quelque part entre le clochard et le Ronin. Des fois la différence. Les Muppets, c'est si vous avez envie de jouer un gamin, donc ça c'est des personnages qui vont être principalement boostés sur le sur le plan astuce, agilité. Et éventuellement magie. Et le rêve pour les personnages religieux, le spook, c'est votre James Bond. Et ce petit supplément va aussi rentrer un petit peu plus dans les détails, je crois, je crois qu'ils vont. Oh, on va-tu rester là? Ils vont nous donner des véhicules, ce genre de choses-là. Voilà, un petit peu plus de matos. J'aime beaucoup cet écuyer. Et ben, ce sera tout pour ce soir. C'était un petit peu plus confus que d'habitude. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et je vais jeter un tout petit coup d'œil au cas où si on avait des gens qui étaient présents, s'il y a des questions et des réponses qui ont été posées. Non, manifestement, mais j'essaierai de faire davantage les chroniques en goutte en soirée s'il y a des gens qui veulent y assister en live et donc poser des questions directement. Voilà, et ben ce sera tout pour ce soir, et en fait je vous dis à demain soir pour un numéro spécial un petit peu sur comment franchir le pas et ne pas avoir peur de jouer en hangout. Voilà, au revoir.